juste Karine. C'est la classe quand même de passer à 800 personnes. Avant des risques majeurs? Non, c'était mon collègue qui animait, mais moi je connaissais aussi parce que j'ai pas mal bossé sur les risques techno et tout ça, risques inondation. C'est bon, hein, Karine, vous me dites quand c'est bon? Décompte, action. Vous m'entendez là, Maxence? Ouais. Ok, ben, je fais le go. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bien, rebonjour à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette quatrième et dernière partie des rendez-vous majeurs. Alors nous avons évoqué ce matin sur cet espace 3 notamment l'impact des risques naturels sur les risques technologiques. Donc ça c'était beaucoup sur la dimension industrielle, exploitant. Mais là on vous propose de continuer un peu sur cette lancée en vous proposant une thématique sur notamment l'urbanisme actuel, l'urbanisme des collectivités, comment intégrer les risques dans les projets d'aménagement. Nous sommes plus sur le format d'une conférence que véritablement d'un débat. Pour ce faire, mais pour autant, je rappelle que vous avez la possibilité de participer, hein, toujours à distance, via le chat, poser vos questions aux intervenants, donc n'hésitez pas. Alors avant toute chose, peut-être présenter nos intervenants. Frédéric Pontoire, bonjour, vous êtes responsable du cadre stratégie territoire et montagne à l'AURG, donc l'agence d'urbanisme de la région grenobloise. Bonjour. Et à vos côtés, monsieur Vincent Boudière, vous êtes responsable de la mission risque pour la métropole de Grenoble. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être avant de lancer effectivement cette notion, voilà, on va vous présenter au travers de l'expérience grenobloise qui est dans un contexte très particulier, mais vous avez évoqué cet aspect dans quelques instants. Vous travaillez effectivement avec l'AURG sur l'intégration des risques naturels et la pollution des sols dans des projets innovants, tant pour la protection des biens et des personnes, et l'idée étant d'en retirer peut-être des invariants et des incontournables, et vous allez nous expliquer notamment le projet et l'évolution de la réflexion de votre projet. Alors peut-être aussi préciser que monsieur Jean-Yves Porta, donc, qui est conseiller délégué métropolitain aux risques naturels et technologiques, donc pour la métropole de Grenoble, n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui. Pour autant, vous pouvez retrouver sur le site internet des rendez-vous majeurs son interview où il expose effectivement une vision intéressante sur le sujet qui va nous animer. Voilà, je vous encourage à aller voir cette ressource parmi tant d'autres sur justement les rendez-vous majeurs.fr. Alors, peut-être vous donnez la parole tout de suite. Donc, comment est-ce qu'on intègre le risque dans l'urbanisme finalement et la planification d'un territoire comme Grenoble? Messieurs, c'est à vous. Merci. Donc, du coup, une présentation va sûrement s'afficher. Donc, effectivement, je me fais donc Vincent Boudière, responsable de la mission risque à la métropole de Grenoble, relais de cette stratégie risque et résilience impulsée par notre président Christophe Ferrari et portée, comme vous l'avez dit, par notre conseiller délégué au risque naturel et technologique Jean-Yves Porta. Donc du coup, la commande était effectivement de faire un petit peu un contre-pied au risque technologique en exposant un petit peu notre stratégie dans le domaine du risque naturel, même si notre territoire, vous allez le voir, est aussi sujet au risque technologique. Donc du coup, le PowerPoint devrait s'afficher. Alors, hop, on va venir en arrière. Alors du coup, effectivement, donc on a depuis 2017 une stratégie risque et résilience au sein de la métropole de Grenoble qui nous a amené à développer des projets en termes de résilience au risque inondation. Mais tout d'abord, il faut remettre en contexte un petit peu notre territoire parce que nous sommes un territoire multirisque. Et donc du coup, à ce titre-là, effectivement, on ne peut comprendre notre stratégie que si on intègre le fait qu'elle est elle s'intègre justement dans une approche multi-risque, multi-vulnérabilité. Nous avons l'ensemble des risques naturels sur notre territoire, risques d'inondation des grandes rivières, mais aussi risques liés au contexte de montagne, que ce soit les risques gravitaires, hydrauliques, torrentiels, mais aussi géologiques avec les glissements de terrain, plus les risques technologiques, comme je l'ai dit. Donc effectivement, nous avons un territoire particulièrement exposé. Si je rajoute à ça en plus le séisme, nous avons la totalité du territoire exposé. Donc du coup, effectivement, il nous faut hiérarchiser. Il nous faut à un moment donné être dans la capacité à regarder les risques de manière objective
et l'approche par la vulnérabilité nous permet de voir qu'effectivement nous avons une vulnérabilité liée à nos inondations, mais aussi à nos coteaux et à notre urbanisation sur coteaux, et qu'un principe simplement de retrait des grandes inondations pourrait être assez contre-productif et pourrait ne pas être porteur d'une réduction de vulnérabilité sur le territoire. Donc du coup, c'est ce qu'on réfléchit quand on développe un projet comme celui par exemple des ports du Vercors, qu'on a développé ces dernières années sur la commune de Fontaine, qui a d'ailleurs reçu le Grand Prix d'aménagement risque en zone inondable constructible, repère d'or en 2017, et qui effectivement intègre cette question fondamentale de l'aléa dans le projet, en amont du projet. Et donc du coup, on regarde effectivement comment l'aléa qui est déterminé par le plan de prévention des risques inondations, par rupture d'endiguement, qui est la nouvelle doctrine de l'État, postuler la défaillance des systèmes d'endiguement, comment cet aléa se propage finalement dans le projet. Et donc on a tout un principe itératif technique qui nous permet effectivement de mesurer l'incidence du projet l'incidence de l'aléa sur le projet pour essayer d'avoir une stratégie de surélévation, de transparence hydraulique qui nous permet effectivement de mieux travailler le projet afin, alors Frédéric va un peu trop loin, afin effectivement d'intégrer, voilà, on revient un peu en arrière, excusez-nous. Voilà. Donc voilà, le contexte, je l'ai dit, risque naturel, risque technologique. Hop, on va avancer. Voilà, avec des sites Céveso. Donc je l'ai dit en préambule, un contexte multirisque qui est fondamental à avoir et qui fait que si on regarde les choses que par l'aléa, c'est ce que je voulais dire, effectivement, on a plutôt un contexte réglementaire assez contraint qui ne permettrait pas d'avoir des perspectives de développement. D'où cette approche dont j'ai parlé, donc j'avance, qui est effectivement de ne pas nier les risques, d'objectiver, de contextualiser leur analyse sur les projets, se retirer des zones évidemment les plus exposées, ça c'est fondamental, et puis s'adapter là où l'on peut et là où c'est autorisé, avec des principes comme les principes éviter, résister, céder, que l'on a mis en place dans le cadre de ce projet, qui permet évidemment de garantir les 3 objectifs: sécurité des personnes, réduction de l'endommagement et retour à la normale. Donc c'est ce qu'on va un peu vous exposer avec Frédéric à 2 voix, puisqu'on travaille avec l'agence d'urbanisme là-dessus, à travers le document d'urbanisme, comment on intègre cette question du risque, comment à travers les projets, j'en ai dit déjà 2 mots, on l'intègre techniquement pour mieux adapter les projets à la contrainte et d'en faire une force pour le projet. Et puis effectivement, comment au niveau des servitudes, les PPRI, on travaille aussi cette question de l'adaptation, et notamment à travers le renouvellement urbain. Ça sera le propos de Frédéric tout à l'heure. Donc comme je l'ai dit, la métropole depuis 2017 est investie sur ces questions-là, a fait son PLUI avec un volet risque spécifique, avec du règlement écrit assez conséquent, des nouvelles cartographies faites par la métropole à la demande de l'État pour compléter les cartographies PPRN qui existaient sur notre territoire. Donc 30 cartes d'aléas ont été faites par la métropole, ce qui nous a permis justement d'élargir cette vision du risque et de se rendre compte qu'effectivement le système de contrainte était assez important, et que du coup c'est par cette vision globale que l'on peut penser mieux l'aménagement. Et puis la même chose sur les risques technologiques, en intégrant évidemment les PPRT, les problématiques de transport de matières dangereuses que l'on a aussi sur notre territoire. Donc le PLUI est déjà un véhicule juridique important de règles que l'on a complété avec une OAP, une orientation d'aménagement programmé thématique sur les risques et la résilience, qui est une forme en fait de lien entre le projet et la réglementation, et qui doit permettre aux porteurs de projets justement de trouver des stratégies pour atteindre les objectifs de performance qui sont dans la réglementation, soit des servitudes d'utilité publique de type PPRN, PPRI ou PPRT, mais aussi sur les contraintes PLUI en matière de risque. Donc là, il y a vraiment un outil qui est assez intéressant et qui pourrait justement être transposé peut-être sur les risques technologiques, de penser finalement l'aménagement avec les risques et de faire remonter cette thématique au niveau de la dimension projet de chaque projet. Et comme je le disais sur Port du Vercors et sur l'inondation, on a travaillé comme ça. On a travaillé avec cette idée de regarder comment le projet interagissait avec l'aléa pour l'améliorer qualitativement, pour vérifier qu'il n'a pas d'incidence sur l'existant. Ça, c'est très important, faire en sorte que le nouveau projet dans une friche en requalification urbaine ne crée pas d'incidence sur l'existant. Donc, c'est des allers-retours, en fait, à travers des modélisations, de vérifier comment le bâti, et de faire évoluer le bâti avec justement des rez-de-chaussée transparents, avec des rez-de-chaussée en socle qui vont canaliser l'eau à certains endroits, la libérer à d'autres endroits. On arrive au fur et à mesure et à la fin du process à un projet qui vraiment intègre cet aléa, qui est un aléa de rupture
structure de digue, hein, donc c'est assez conséquent. Et il faut penser aussi le projet à travers ces différentes dimensions, aussi paysagères et environnementales. Et une des forces de ce projet-là, c'est d'avoir justement un volet et je dirais un socle de réflexion sur la présence de l'eau en termes d'inondations majeures, mais aussi en termes pluviales. Et en fait, ces grandes noues qu'on va créer au sein du projet sont des noues qui vont permettre de réessuyer la crue, vont permettre de canaliser l'eau là où on souhaite pour éviter qu'elle aille là où on ne le souhaite pas. Donc cette approche du paysage, cette approche de l'environnement, qui est aussi une lutte contre les îlots de chaleur en termes de changement climatique, vous voyez, a un double intérêt aussi pour les grandes inondations. Et c'est quelque chose qui a été évidemment très important sur notre projet, à condition de rentrer un petit peu effectivement dans des aspects assez techniques sur les écoulements, les parcours à moindre dommage, les zones de cuvette, et d'essayer de faire en sorte que, à travers la désartificialisation des sols, à travers une place de l'eau revalorisée finalement, et notamment par le fait qu'on va réouvrir un certain nombre de rivières, qu'on va les remettre à jour parce qu'elles sont canalisées sous l'urbain, et qu'on va effectivement être sur un urbanisme résilient, comme je l'ai dit, on peut avoir effectivement des projets qualitatifs sur différents plans, et notamment celui des risques. C'est véritablement une démarche intéressante vis-à-vis de ça, qui permet aussi de valoriser environnementalement parlant et hydrauliquement ces espaces collectifs. Donc, avant de passer la parole à Frédéric, ce que je voulais dire, c'est que du coup, cette approche, elle se travaille aussi avec l'État, hein, dans le cadre notamment de notre PPR Hydrac, et on a un travail partenarial avec la DDT qui est intéressant là-dessus, sur notamment une réflexion dans un territoire multirisque où on ne peut pas forcément se retirer, d'avoir une réflexion justement sur qu'est-ce que peut être le renouvellement urbain adapté en résilience et sur notre territoire. Est-ce que ça fonctionne ? Il marche normalement, ouais. Je vais prendre le tien. Ça fonctionne là ? Ouais. Donc effectivement, le témoignage de Vincent est intéressant. Vous avez compris, il est passé très rapidement en fait sur un sujet assez simple. Si on avait évoqué, c'est comment faire de l'urbanisme avec les risques, voire même un urbanisme des risques en fait. L'exemple précédent qu'il vient de présenter, je pense que tout un chacun peut l'appréhender. C'est au stade du projet d'aménagement. Là où nous, ça nous semble intéressant aussi de témoigner sur comment faire un urbanisme des risques, c'est au stade de la stratégie territoriale à l'échelle même de la métropole. Donc là, on va vous montrer un exemple. Je ne sais pas si tu peux le faire figurer. Donc on va remettre la diapositive. Ouais. Ah, petit aléa technique. Super, merci. Donc je me permets d'enchaîner. Un des gros sujets qui nous permet de travailler actuellement en expérimentation et en responsabilité sur ce sujet des risques, c'est la notion du renouvellement urbain, qui est récemment autorisée par plusieurs décrets, notamment en matière d'inondation, et qui nous permet d'expérimenter sur un territoire, notamment le territoire du PPR Hydrac, la possibilité justement de travailler à une réduction de la vulnérabilité et de l'exposition des différents enjeux par l'urbanisme. Donc le témoignage qu'on veut vraiment vous amener, c'est le fait que l'urbanisme résilient peut être une solution de réduction de vulnérabilité. Ça se fait autour d'une notion permise par la loi, comme je viens de le dire, qui s'appelle le renouvellement urbain. Alors, je pense que certains d'entre vous peuvent aisément comprendre, puisque les termes sont assez explicites. Pour autant, ayez bien en tête que cette notion de renouvellement urbain est une appellation plutôt non contrôlée à ce stade. Et c'est vraiment une qualification générale qui mérite d'être déclinée pour chaque territoire à risque d'inondation. C'est un thème, en tout cas plutôt un sujet d'urbanisme, qui est un processus globalement de mutation des territoires urbains et autres, qui peut se traduire par, vous voyez, différents autres termes, je passe très rapidement là-dessus: démolition, reconstruction, restructuration, requalification, régénération, rénovation urbaine. En gros, c'est vraiment un processus qui peut recouvrir des réalités d'évolution des villes qui sont extrêmement variées. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est un processus historique qui a toujours existé. La ville s'est toujours renouvelée, mais c'est surtout un processus qui est relativement dynamique. Et ça, c'est un des autres points du témoignage qu'on veut amener, c'est que le fait que faire une évolution de la ville par renouvellement urbain, c'est aussi une solution de réduction de la vulnérabilité, comme on vient de l'évoquer.
on vous montre aussi, comme sur ce type de cartographie, le fait qu'on est aussi en train d'expérimenter des nouvelles méthodes, des nouveaux protocoles de connaissances sur le territoire grenoblois, et notamment la nécessité, si on fait une approche par le renouvellement urbain, d'une connaissance beaucoup plus fine des formes urbaines, dans leur typologie ou dans leur vulnérabilité existante, pour essayer de voir justement en quoi on peut les réduire. Donc la carte que vous voyez ici figurée nous montre les logements directement exposés, qu'ils soient de plein pied ou en rez-de-chaussée, aux aléas inondations, par une défaillance du système d'endiguement. Donc l'idée, en montrant cette cartographie, c'est de vous montrer qu'en fait, via l'identification des logements dits vulnérables, on se rend bien compte que par processus de renouvellement urbain, on est, comme je l'évoquais, sur l'opportunité de réduction de la vulnérabilité par la mutation de la ville, par la mutation des tissus urbains, que ceci se fasse à l'échelle de la parcelle, à l'échelle de l'îlot, voire un peu plus. Un des points relativement importants aussi qu'on veut vous amener ici, c'est que casser en quelque sorte une idée comme quoi le renouvellement urbain ou la densification en zone exposée amène forcément beaucoup plus de population et de fait serait de nature à dire on accroît l'exposition au risque. Nous, on essaie justement de montrer par différents processus, notamment ces différentes cases là, qui peuvent vous paraître un peu difficiles d'appréhension à ce stade, qu'on peut avoir une méthode d'estimation par territoire du potentiel de renouvellement urbain et donc globalement une appréhension, même si ce n'est pas une science exacte, des populations qui seront, après renouvellement des tissus urbains, exposées au risque inondation. Donc là, vous voyez différentes cases où on essaie, avec les services de l'État, en partenariat, de caler un protocole méthodo. La première case nous montre quel est finalement notre secteur de travail. Donc c'est un secteur où la constructibilité sous prescription est autorisée, adaptée au niveau d'aléa. On a notre deuxième case qui relève plus d'un calcul où nous, dans ce secteur, on est capable de faire le tri entre l'ensemble des logements exposés auxquels on soustrait les logements dont on pourrait réduire la vulnérabilité. Donc, si je vous fais simple, c'est notamment le petit dessin que vous pouvez voir en bas à gauche, c'est passer d'un tissu pavillonnaire avec un rez-de-chaussée occupé, un logement, voire plusieurs logements avec une exposition forte, ou passer au stade suivant, une forme urbaine qu'on peut qualifier beaucoup plus de résiliente et réduisant la vulnérabilité, avec un rez-de-chaussée non occupé et les logements situés au-dessus des plus hautes eaux connues. Donc on réussit à ce stade à faire vraiment le tri de cartographie des secteurs qui peuvent être mobilisés. Après, on est dans des calculs habituels pour les urbanistes pour être capable d'anticiper, même si ce n'est pas une science exacte, puisque tout ça se fait au gré des évolutions sur les tissus urbains et au gré des propriétés. On est capable à peu près de dire quels vont être le pourcentage de population qui va évoluer sur ce secteur. Et globalement, on arrive à la case en bas à droite qui nous permet globalement d'arriver à une conclusion qui est de dire sur ce secteur, le renouvellement urbain qu'on pourrait autoriser en secteur exposé nous amène une population limitée, on va dire. Alors, loin de nous l'idée de conclure, mais s'il y avait quelques éléments de réflexion à avoir, c'est qu'effectivement, pour ne pas être contre-productif, par exemple les grands principes de recul et de retrait qu'on peut avoir dans le domaine du risque, c'est évidemment sortir de la zone de danger ou sortir dans la zone d'exposition est tout à fait naturel et c'est le premier principe à respecter. Néanmoins, dans certains contextes territoriaux, et c'est le cas pour nous, sans approche globale de la vulnérabilité, de tout ce qu'on vient de vous exposer, ça peut être extrêmement contre-productif. On peut s'exposer à d'autres aléas peut-être plus soudains et plus localisés, plus intenses. L'autre aspect, c'est qu'effectivement, cette approche par la vulnérabilité que nous avons eue de recenser les enjeux vulnérables avec des indicateurs très précis nous a permis de nous ouvrir en termes de vision sur le risque sur notre territoire et de dimensionner des projets, des politiques métropolitaines vis-à-vis du risque plus efficientes, en tout cas avec une meilleure connaissance plus objectivée de cette question-là. Et ça, c'est quelque chose d'important pour sortir de cette approche un petit peu silo, sectorielle, et d'être dans une approche plutôt, comme l'a dit Frédéric, dynamique, globale du territoire et non plus finalement statique du risque, ce qui impose un peu une exigence au niveau technique, on le reconnaît, mais effectivement, ça nous permet d'ouvrir aussi le
spectre de réflexion. Et puis effectivement d'être sur ce processus de requalification, de renouvellement de la ville sur elle-même, plus adapté là où il existe des systèmes de protection, là où il existe des délais de prévenance sur les risques. Et c'est le cas par exemple sur les grandes inondations que l'on a sur notre territoire. Et évidemment d'inscrire tout ça dans une dynamique de travail, et c'est le cas avec les services de l'État en Isère, dynamique de travail partenariale innovante pour effectivement aboutir sur des outils, que ce soit les PPRI ou les PLUI, sur des outils effectivement efficaces et partagés par l'ensemble des acteurs. Donc ce processus est en cours sur le territoire et il nous semblait intéressant de pouvoir en témoigner. Eh bien, un grand merci à vous, messieurs, pour ces éléments de présentation. Alors, je n'ai pas encore de questions sur le chat, mais n'hésitez pas à en poser de façon nombreuse. Moi, j'aurais peut-être une première question. Est-ce que, du coup, le renouvellement urbain, on l'a compris, est un des modes d'intégrer justement le risque pour faire évoluer le territoire. Mais est-ce qu'on pourrait arriver à un territoire 100% résilient au bout de combien de temps? Parce que c'est quand même un travail de longue haleine, ce renouvellement urbain, d'intégrer les risques. Et j'aurai une autre question après, mais je vous laisse d'abord répondre. Alors, Frédéric, je te laisse répondre. Je veux simplement dire que la résilience, on ne sait pas si on est résilient. Tant qu'il n'y a pas eu de catastrophe, effectivement, ça reste une capacité qu'on développe. Donc on espère effectivement bien la développer en étant sur des principes fondamentaux. Mais dire d'abord que la résilience se mesurera, et on ne le souhaite pas, mais que lorsqu'il y aura une catastrophe. Donc c'est quelque chose qu'on postule et une trajectoire vers laquelle on se met. Après, sur la question du timing, effectivement, c'est du temps long. Effectivement, c'est ce que dit Vincent. Là, c'est ce qu'on essayait de vous dire trop rapidement sur des processus d'évolution urbain qui se comptent en années, voire un peu plus. Donc et surtout, il faut garder en tête qu'on est sur des processus d'évolution de la ville qui sont guidés par la collectivité, par des documents d'encadrement, notamment Vincent a fait référence au PLUI, à ces outils du PLUI, mais que tout cela reste des outils d'encadrement qui sont là pour aider les initiatives privées, en grande majorité, c'est garder cette idée, même si elle est un peu caricaturale, que la ville évolue beaucoup par l'initiative privée des propriétaires qui font ce qu'ils veulent sur leur terrain, et parallèlement, des opérations urbaines sous maîtrise publique d'aménagement, comme Vincent l'a présenté, qui guident et qui peuvent travailler à des échelles un peu plus importantes. Mais tout cela, c'est effectivement du temps, je dirais même plutôt très long. Et du coup, ça me permet de se rebondir sur ce que vous disiez, Vincent, sur la résilience. On saura si notre territoire est résilient quand il y aura une catastrophe. Justement, vous n'avez pas testé, même avec des simulations, des outils qui permettraient vraiment de savoir si c'est vraiment efficace? Parce que si ça ne l'est pas, c'est quand même une catastrophe. Donc tester en grandeur nature, je vous rassure, on ne l'a pas fait. Nous n'avons pas encore supprimé nos endiguements, nous y tenons et nous ne cherchons pas à les fragiliser. Non, par contre, c'est ce que je vous ai montré très rapidement tout à l'heure. Effectivement, on travaille beaucoup avec des outils de modélisation hydraulique qui nous permet au moins une construction technique de ce que pourraient être les phénomènes par rupture d'endiguement. Donc ce sont quand même des phénomènes hydrauliques extrêmement violents avec des hauteurs et des vitesses d'écoulement dans le tissu urbain. Et donc c'est sur la base de ces modélisations avec des paramètres hauteur et vitesse que l'on travaille qui nous permettent justement de dimensionner ces projets et de faire, comme l'a dit Frédéric, de travailler tout ce qu'on appelle l'urbanité sous les PHEC, sous les plus hautes eaux connues, donc, et d'essayer de trouver des usages compatibles avec l'inondation et de placer par contre toutes les activités, tous les enjeux et évidemment tous les lieux de vie au-dessus de ces PHEC et de trouver un urbanisme qui ne soit pas que de l'urbanisme en pilotis, mais qui permette justement d'intégrer cette donne-là. Alors par rapport au risque technologique, très clairement, nous avons la PHEC. En dessous et au-dessus, c'est pas le même monde. Peut-être qu'en risque technologique, on n'a pas cette facilité, on a plus sur du toxique qu'un effet de nuage. Néanmoins, des formes d'urbanisme qui permettent des transparences ou qui permettent effectivement de canaliser peut-être un certain nombre d'aléas toxiques ou même thermiques pourraient être pensées pour essayer de tamponner, d'atténuer, et notamment vis-à-vis de l'existant, parce que le projet Porte du Vercors améliore la situation sur un certain nombre de tissus urbains non adaptés adjacents à ce projet-là, parce que, ça, comme je l'ai dit, on canalise aussi les écoulements dans des endroits que l'on souhaite, dans des noues, dans des bassins. Et donc ça, c'est quelque chose peut-être qui est profitable en termes de réflexion, c'est de voir comment on compose avec l'aléa et comment on l'intègre finalement dans le projet d'aménagement. Mais vous le disiez, il y a plusieurs aléas qui sont pris en compte justement. Alors il faudrait peut-être les prioriser, vous le disiez à un moment. Mais est-ce qu'il y a pas du coup des injonctions contradictoires des fois? C'est-à-dire que le fait de prendre en compte le risque inondation va fragiliser la prise en compte du risque sismique par exemple, ou inversement Oui, alors après on rentre dans des débats effectivement techniques qui sont d'ampleur. C'est effectivement est-ce que par exemple la construction sur pilotis inondation est compatible avec la construction parasismique? C'est évident, vous avez tout à fait raison. Il y a des principes de cisaillement qu'il faut éviter. Donc du coup ça se gère aussi par des normes constructives au niveau des bâtiments. Ça fait une exigence en plus, ça fait un coût en plus. Et sur notre territoire, comme je l'ai dit, tout est concentré, tous ces risques-là. Donc on est obligé effectivement d'avoir cette approche-là. On a les eurocodes de construction sur le sismique qui intègrent
intègre dans les grands bâtiments et qui doivent aussi s'appliquer aux structures, je dirais, adaptées au risque inondation aussi. Donc c'est des choses effectivement qui s'appliquent également. D'accord, on commence à avoir des questions sur le chat et je vous en remercie. Les enseignements dispensés dans les écoles d'urbanisme intègrent-ils des éléments sur la prise en compte des risques technologiques au même titre que les risques naturels? Oui, plus pour la VRG. Je mettrais dans un même package. Alors, moi, les études remontent un peu, mais j'ai l'occasion d'aller voir un peu ce qui se passe dans les universités. Je pense qu'on est un peu à un point de bascule, et les étudiants pourraient mieux témoigner que moi, mais jusqu'à maintenant, du coup, pour reprendre les termes, on a eu une approche assez statique du risque en matière d'urbanisme. C'est-à-dire qu'on était habitué à se dire, à laisser les sachants nous dire où se passe le risque, quelle est sa gradation en intensité, et globalement, une fois que les sachants et les experts du risque avaient discuté, où est-ce qu'on peut faire de l'urbanisme, et en gros, où est-ce que la ville peut bouger. Et là, on se rend compte, notamment dans le contexte grenoblois qu'évoque Vincent, qu'on ne peut plus être dans cette logique. On va pouvoir témoigner sur d'autres sujets tout à l'heure. On est forcément sur quelque chose où la ville s'étend. La ville rencontre des espaces naturels où il se passe certaines choses. Ces espaces naturels, ces espaces de risque sont de plus en plus à l'intérieur de la ville. Donc on est sur une forme d'hybridation où de fait on ne peut plus être dans une logique d'attendre juste des endroits où on nous dirait là il ne se passe rien ou pas grand-chose en matière de risque. Donc jusqu'à maintenant, les enseignements et les savoirs en la matière, on peut plutôt dire qu'on pouvait faire de l'urbanisme sans s'intéresser trop aux questions de risque. Et encore une fois, je suis volontairement caricatural en disant ça. Maintenant, on est plus, selon moi, vers quelque chose où on va tendre vers une hybridation des savoirs, mais comme sur d'autres sujets. L'architecte discute avec l'écologue. Et ben, sur ce dont on parle, nous, en matière de renouvellement urbain, l'architecte va discuter avec l'ingénieur pour essayer justement un peu de croiser ces savoirs en essayant de faire que ce à quoi on veut arriver ait pu intégrer les exigences de connaissances des différentes disciplines. D'accord. J'ai d'autres questions, Gary, mais j'en ai d'autres un peu dans le désordre, mais c'est vrai que c'est un projet très intéressant. En fait, on a bien compris que c'est le contexte grenoblois qui a contraint à cette réflexion, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que ce soit duplicable à d'autres territoires ? Alors oui, on l'espère. Je pense qu'il n'y a pas qu'une singularité grenobloise. Je pense qu'on partage d'ailleurs ces problématiques de manière assez similaire avec les métropoles alpines. Je pense à Nice notamment, mais il y en a d'autres. Et je pense que les solutions sont transposables. Le contexte peut être différent, mais évidemment sur ce principe de retrait quand il y a du risque, voilà, je pense qu'effectivement il faut être vigilant à prioriser. Et là, le contexte joue beaucoup. Et peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, les métropoles ou les agglomérations se doivent d'avoir cet audit, ce diagnostic qui a été voulu par les élus de la métropole pour avoir une vision globale de la vulnérabilité du territoire pour penser son aménagement. Et cette phase préalable, elle est quand même extrêmement importante pour ne pas partir dans des directions qui seraient contre-productives ou une approche en silo dans lesquelles beaucoup d'outils nous enferment finalement. Et donc du coup, d'ouvrir un peu ce prisme d'approche. Et à partir de là, j'ai envie de dire, les solutions, ensuite la technique, les principes que j'ai exposés là sur l'inondation sont tout à fait effectivement transposables. Et d'ailleurs, on ne les a pas inventés. On s'est beaucoup appuyé sur un réseau de partenariats techniques, pour ne pas les citer, évidemment, Amaris, un risque techno, le CEPRI, le PARN, l'IRMA, d'autres que j'oublie, qui ont effectivement poussé un certain nombre de principes qui sont aujourd'hui utilisés au niveau européen et au niveau national. Justement, vous parliez d'inspiration. Il y a une question qui est pile dans cette tranche-là. Pourquoi les sachants français métropolitains ne s'inspirent-ils pas de leurs collègues antillais bien plus experts sur les constructions en zone de risque naturel ? Est-ce que vous êtes allé voir ce qui se passe là-bas ? Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours le temps d'aller voir toutes les expériences, mais elles seraient bonnes à prendre. Et malheureusement, on est à distance, mais ces initiatives comme ça permettent justement de faire du réseau et nous auraient permis aussi peut-être de rencontrer des choses. Donc on regarde quand même ce qui se passe, et notamment à l'international. Après, les contextes, alors les Antillais, ça ne sera pas ma bonne réponse, puisque j'allais dire les contextes de gouvernance et juridiques sont peut-être différents, ce qui explique aussi des fois des approches différentes entre pays. Mais effectivement, on a beaucoup à apprendre de territoires, et les Antilles sont des territoires encore plus exposés que les nôtres. Et là-dessus, effectivement, il y a des choses qui sont bonnes à prendre. Et on travaille notamment avec l'école des mines sur notamment des plans gradués pour le bloc communal en matière de gestion de crise, et ils ont fait des études justement dans ces territoires-là, et ils nous font remonter cette expérience-là, et on capitalise aussi sur cette expérience. D'accord. Et alors justement, pour vous avez cité quelque chose, c'est le contexte de la gouvernance qui est aussi important, parce qu'en fait, en écoutant votre réflexion, c'est presque du bon sens en fait, de penser à intégrer le risque dans
dans les pratiques d'aménagement urbain. Qu'est-ce qui fait que ça a marché finalement à Grenoble et que voilà, quels atouts, quel portage vous avez eu derrière, notamment politique, pour toute transparence? Alors, très clairement, il y a une intention, une volonté et une démarche politique très forte, hein, comme je l'ai dit, incarnée par notre président Christophe Ferrari et avant lui Yannick Olivier et désormais Jean-Yves Porta sur ces questions-là, et puis l'ensemble des élus de l'agglomération qui sont là-dessus, parce qu'effectivement, il y a un constat. On doit être dans une dynamique de projet, on doit maintenir l'attractivité du territoire, et donc l'adaptation, la résilience est notre voie de sortie. On ne peut pas être dans figer la vulnérabilité, figer le territoire dans son état, ça n'est pas satisfaisant pour personne d'ailleurs, pour des questions de sécurité tout d'abord. Et donc du coup, il faut trouver un moteur à travers le développement qui va nous permettre de nous adapter. Comme l'a dit Frédéric, et c'est toute l'approche un peu technique qu'on vous a présentée, c'est de comment passer du risque contrainte, du risque négatif, au risque opportunité d'un projet, et qui devient le moteur aussi du projet pour y intégrer une dynamique paysagère, une dynamique urbanistique, une dynamique architecturale, une dynamique sur les espaces collectifs, et finalement d'être dans un rapport gagnant-gagnant. La contrainte, c'est qu'effectivement, c'est un peu plus technique, ça demande plus d'efforts, plus d'études, c'est un peu plus cher, très clairement, c'est un peu plus cher, et peut-être que tous les territoires ne peuvent pas se le permettre. Et puis surtout, ça appelle, et Frédéric l'a dit, une co-responsabilité de tous les acteurs, et notamment des élus, à aller vers cette démarche-là d'acceptabilité du risque, d'acceptabilité de ces études, d'acceptabilité de ces projets complexes, pour les faire émerger sur le territoire. Et là-dessus, effectivement, il y a une véritable intention, une démarche politique très forte sur la métropole, qui nous a permis d'arriver à ces résultats et de mettre en place tout ce qu'on vient de vous présenter. Et voilà, vous parlez d'acceptation, et c'est intéressant parce que vous évoquiez tout à l'heure le citoyen aussi, parce que c'est vrai qu'un PPRI est souvent vécu comme une contrainte et que le citoyen a aussi un rôle à jouer, bon, peut-être moins que la puissance publique, mais à son échelle. Comment est-ce que justement, est-ce que vous avez pris en compte déjà le citoyen dans une forme de sensibilisation ou pas? Comment et quels résultats ça donne? Est-ce que vous avez des réticences ou au contraire une acceptation? Les plans de prévention des risques naturels ou d'inondation ne sont jamais une bonne nouvelle, a priori, pour des questions de foncier. Ouais. C'est vrai que c'est compliqué à gérer. Ce sont des servitudes d'utilité publique qui sont plutôt tournées vers l'interdiction, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, il faut effectivement travailler ça. Donc ça, c'est aussi le travail de l'État qu'on mène avec eux, de sensibiliser au pourquoi de ces servitudes, au pourquoi de ces documents-là. Donc ça passe par le fait de communiquer sur les risques. Donc c'est ce qu'on a fait, nous, à l'occasion de la démarche de concertation sur le PLUI, avec le volet risque, qui a été effectivement un temps important d'appropriation des citoyens là-dessus. C'est ce qui va être fait dans le cadre du PPRI DRAC très certainement dans les mois qui viennent. Donc il y a besoin, effectivement, on est dans des territoires où les digues, les protections tuent un petit peu la culture du risque, font croire qu'on est totalement protégé. Or, ce n'est pas le cas. On a besoin de réactiver cette culture du risque, et en réactivant cette culture du risque, en montrant justement par des images, en montrant par des modélisations, en montrant par des petits films, ce qu'on a fait. On a fait une maquette 3 dimensions sur l'ensemble du territoire qui montre l'ensemble des emprises inondables du territoire. Ça permet de marquer les esprits et de faire comprendre qu'effectivement, on se doit d'intégrer dans nos documents d'urbanisation et dans la règle cette question du risque, et que du coup, ça passe par le fait d'interdire la construction dans certains espaces très exposés ou non construits, et d'être justement sur ce processus plutôt de renouvellement urbain, où là, il y a une possibilité de faire évoluer les fonciers, il y a une possibilité de faire évoluer l'existant, et notamment peut-être de réduire aussi l'existant, même quand il n'est pas en processus de renouvellement urbain. Et ça sera ce qu'on va essayer effectivement d'initier dans le cadre des PAPI, des plans d'action et de prévention sur les inondations que l'on a sur le DRAC et sur l'ensemble des grandes rivières de l'agglomération. Donc c'est un vrai challenge. C'est toujours difficile d'aller vers le citoyen sur ces questions-là. On le voit, ce sont des questions complexes, assez techniques, mais c'est un enjeu d'acceptabilité sur un territoire tel que le nôtre. Notre territoire est connu pour son attractivité vis-à-vis de sa géographie montagne. La géographie montagne, elle permet de faire beaucoup de choses, mais elle est aussi porteuse de contraintes, et le risque en fait partie. Donc il faut vivre avec. C'est clairement ça. Et justement, sur la culture des risques, parce qu'effectivement, on a tendance à oublier quand ça arrive peu, et c'est d'autant vrai pour les risques technologiques. Pour ceux qui ne connaîtraient pas votre territoire, la dernière crue, la crue centenale sur laquelle est basée l'ALEA de référence, elle date de quand? Nous, on a des vieilles crues de la fin des années 1800 pour l'Isère et pour le Drac. Et donc, du coup, effectivement, on est sur des crues vieilles, mais c'est la doctrine PPRI qui veut qu'on soit sur les crues historiques, quelle que soit leur datation finalement. Et donc, du coup, effectivement, on peut s'en réjouir. On n'a pas eu de grandes crues sur notre agglomération. C'est tant mieux, mais elle remonte effectivement. Elle remonte à très longtemps. Et puis, ce que j'ai pas dit, c'est que là, le propos est en résilience, on parle d'urbanisme, mais à côté de ça, il y a toute une action portée par notamment le CIMBI sur les digues, donc les gestionnaires de digues, qui continuent à les entretenir, à les renforcer. On a
a même un processus d'inondation contrôlée en amont de l'agglomération. Donc c'est une approche intégrée, hein. Il n'y a pas que l'urbanisme résilient, il y a aussi une vraie attention et des moyens qui sont mis dans les dispositifs de protection de ces grandes crues qui sont centenales ou bicentenales, effectivement, en termes de statistiques sur l'agglomération. Donc c'est une approche de l'aléa jusqu'à la vulnérabilité, en passant effectivement par tout ce qui est culture du risque qui est en train de se développer dans le cadre d'un dispositif d'ailleurs directive inondation, hein, PGRI, SLGRI, co-animé par l'État et dans lequel nous sommes partie prenante. Alors c'est intéressant parce que vous parliez tout à l'heure que dans la prise en compte, vous avez pris la plus haute hauteur d'eau, si je reprends vos propos. Parce que pour faire le lien avec la table ronde de ce matin sur le changement climatique, est-ce que vous avez pris en compte le changement climatique justement? Parce que si on parle à la crue de 1800, le climat a changé depuis. Enfin, voilà. Bien sûr. Alors la doctrine de l'État le précise assez bien sur le littoral, hein. C'est effectivement quelque chose sur les territoires littoraux. Il y a une garde, hein, une revanche, je vais appeler ça comme ça, mais effectivement une cote un petit peu impact changement climatique à prendre en compte, hein, de surcote de ce dimensionnement de l'inondation. On a moins ça sur les contextes montagnards. Pourquoi? Parce qu'il y a une très forte incertitude encore sur ce que peut être l'impact sur les inondations. On sait à peu près ce que est l'impact sur l'enneigement, sur la ressource en eau. Par contre, comment ça doit se traduire en termes d'inondation, en termes de fréquence des événements, d'intensité, d'augmentation d'intensité de ces événements, c'est en cours de recherche. Nous, la métropole, nous sommes engagés partenarialement parlant avec les universités grenobloises pour justement travailler ces sujets-là et voir effectivement quelles pourraient être les tendances sur les risques naturels et notamment hydrauliques sur l'agglomération, parce qu'effectivement on est un peu dans un flou de savoir si on va vers une intensification ou pas de ces phénomènes-là et en quelle proportion dans un contexte de changement climatique. Mais on a quelque chose de moins normé, moins précisé que sur le littoral. C'est un peu ce que l'intervenant ce matin disait aussi. Alors j'ai une question effectivement sur quels ont été les éléments de blocage au projet résilient. Est-ce que les services de l'État ont-ils été collaboratifs? Parce que c'est vrai que vous êtes allé un peu, pas à l'encontre, vous êtes allé un peu au-delà de ce qu'on vous demandait, dans un sens un peu différent. Et voilà, j'aurais d'autres questions, mais on va commencer par ça. Alors, effectivement, hein, comme je l'ai dit, à partir du moment où on avait besoin d'avoir une trajectoire résiliente et qu'on a travaillé avec la URG sur ces méthodologies, au début, effectivement, on se heurtait un petit peu à la doctrine de retrait, hein, qui est la première encore à privilégier. Néanmoins, en apportant des éléments objectifs et tout l'apport de la URG sur justement ce qu'on vous a montré, hein, sur effectivement la densification, quel était le processus, est-ce que fondamentalement on densifiait dans ces zones-là, où en étaient les points morts, Frédéric n'a pas pu l'exposer, mais on s'est posé la question de savoir quel était le nombre de logements à créer sans augmenter forcément la capacité de population dans ces zones-là. Ça nous a permis d'objectiver finalement un discours sur le fait de dire il faut aller vers de la résilience parce que c'est du renouvellement urbain, on ne fait pas de nouveaux projets en zone inondable, on fait évoluer la ville et du coup on est aujourd'hui dans un travail vraiment partenarial avec l'État qui comprend tout à fait ces choses-là. C'est des choses qui sont d'ailleurs dans le décret PPRI de 2019 hein, auquel les collectivités ont contribué en concertation en amont. Donc on retrouve ces éléments-là et nous en sommes très contents. Et aujourd'hui, on travaille de concert avec l'ensemble des partenaires et notamment l'État sur ces corpus-là. L'enjeu aujourd'hui, il est plutôt de traduire dans la règle ces principes-là, de trouver la bonne formulation, de trouver la bonne méthode. Et du coup, on est vraiment là, c'est l'actualité de notre travail avec la DDT 38 notamment, qui est effectivement à nos côtés pour penser ces choses-là et avec qui on travaille de concert. Alors toujours dans des questions, effectivement, est-ce que les projets de construction n'ont-ils pas été concurrents avec d'autres hypothèses, comme notamment les zones d'expansion des crues? Parce que du coup, c'était dans cette logique que vous disiez d'aller à la rencontre des doctrines. Alors, nous, sur notre territoire, c'est assez manichéen, c'est-à-dire qu'effectivement, on a en amont de l'agglomération sur l'Isère des champs contrôlés d'inondation qui sont prévus pour ça, pour l'expansion de crues. Donc on fait déborder l'Isère finalement en amont, là où il y a peu d'enjeux évidemment, avec tout un processus effectivement d'indemnisation s'il devait y avoir une inondation dans ces champs contrôlés. Donc du coup ça c'est prévu par des ouvrages et des dispositifs hydrauliques portés par le CIMBI, de déversoirs de sécurité, de remplissage de ces casiers. Donc ça permet de tamponner la crue finalement de référence, hein, qui est à peu près à 1900 m3 secondes sur la bicentenale justement, et qui est tamponnée à 1200 m3 secondes. Donc ça permet de diminuer l'aléa sur l'agglomération, et en plus de ça, on est sur cette approche de résilience. Sur le DRAC, on a moins la place d'avoir cette expansion en amont de la crue parce qu'on est tout de suite dans le tissu urbain, on est à l'arrière des grandes chaînes de barrages et donc du coup effectivement on peut moins jouer cette carte-là. Donc c'est là où effectivement on va redoubler de vigilance sur la protection et où on va être dans l'urbanisme résilient et Port du Vercors et notamment sur le PPRI DRAC. Donc là c'est effectivement plus une approche de renouvellement urbain parce qu'on n'a pas la place de faire déborder les rivières en amont, si ce n'est d'avoir une problématique de barrage qui ferait de la rétention en amont et qui opère
petit peu ce rôle-là indirectement. Mais on a, en fonction du contexte et des vallées, finalement, des possibilités ou pas de pouvoir jouer la carte de l'expansion. Chez nous, avec un foncier rare, on ne peut pas effectivement faire déborder dans des grandes plaines les rivières. Les montagnes nous y contraignent et notre agglomération nous contraigne. Et est-ce que, j'ai une autre question aussi, mais d'abord, est-ce que ça a dû, pour prendre en compte justement, parce que c'est un peu nouveau, c'est complètement nouveau ce dont vous nous parlez, est-ce que vous avez dû appel à une forme de technologie dans l'urbanisme à venir, justement, une nouvelle forme de technologie, peut-être qui était issue d'autres pays ou des, je sais pas, on sait que par exemple la technologie japonaise pour les séismes, dans d'autres pays on parlait des Antilles, enfin voilà. Moi, je ne suis pas spécialiste du monde de la construction de l'architecture. Par contre, je peux juste vous témoigner sur... moi, il me semble qu'on revient surtout à des fondamentaux, en fait. Et c'est un peu ce qu'a évoqué Vincent. C'est en faisant un urbanisme du risque, on pose la question de l'aléa auquel on est exposé comme un invariant, au même titre que d'autres, hein, qui peut y avoir pour faire du projet. Et à ce titre-là, donc je ne serai pas sur le registre de la technologie, mais on est vraiment dans un premier ingrédient qui nous permet, de fait, notamment quand on est dans des opérations publiques d'aménagement maîtrisé, de partir sur une base un peu saine et qui appelle de fait des solutions techniques qui s'imposent d'elles-mêmes. La question des cheminements surélevés en période de crise, enfin tout plein de choses comme ça. Là où on pourrait être sur le registre de la technologie, en tout cas de l'idée nouvelle, me semble-t-il, c'est que des quartiers d'urbain résilient tels qu'on les voit, on ne les voit pas encore à Grenoble, mais on les voit dans d'autres endroits, d'autres architectes pourraient mieux témoigner que moi là-dessus, permettent finalement de commencer à penser des tissus urbains de manière différente, qu'on peut continuer à qualifier de dense, puisque la densité est quand même un impératif pratique, mais aussi une obligation législative, puisqu'on repense différemment l'alternance entre les pleins et les vides. C'est un peu ce que Vincent a montré dans Porte du Vercors, notamment pour avoir le parcours de moindre dommage de l'eau. Donc, je fais une réponse un peu à côté. C'est pas tant des nouvelles technologies que l'idée d'utiliser l'aléa comme des nouveaux ingrédients pour faire du projet. C'est vraiment un changement de paradigme, effectivement. Alors du coup, j'ai toujours une question. Est-ce que l'approche justement de la question des risques a-t-elle engagé la métropole à repenser sa stratégie foncière? Mais je pense aussi foncière économique, parce que du coup, on sait que souvent dans les zones inondables, il y a une perte de valeur. Oui, alors nous, comme je l'ai brièvement, et je vous prie de m'en excuser, montré le contexte territorial, j'avais un problème de diapositive au départ. Effectivement, vous l'avez vu, tous nos territoires sont exposés. Donc la question du foncier économique est une vraie question, c'est-à-dire que l'attractivité du territoire passe par effectivement le fait d'accueillir des nouvelles populations, mais aussi des emplois. Donc nos fonciers économiques sont très rares. Dans le PLUI, il y a eu quand même une économie foncière, mais Frédéric en parlerait bien mieux que moi, qui a été réalisée de manière importante pour laisser de la place aussi à l'agriculture. Hein. Et là, il y a quelque chose qui matche bien entre inondation et agriculture. Finalement, quand on a des champs contrôlés d'inondation sur une bicentenale, on peut quand même au quotidien faire des belles choses au niveau agriculture. Donc il y a un bel espace aujourd'hui pour l'agriculture sur l'agglomération. Et puis effectivement, il faut réserver un peu du foncier. Donc on a des zones économiques sur lesquelles effectivement on travaille la résilience, des zones économiques qui pourraient être inondables ou des zones même commerciales. Et donc du coup, il y a un vrai travail vis-à-vis de ça. Mais très clairement, aujourd'hui, sur la logique PPRI veut que si ça n'est pas urbanisé et qu'il y a de l'eau, vis-à-vis de la cartographie PPRI, ça n'est pas constructible quel que soit le niveau d'aléa. Donc nous avons un certain nombre de fonciers économiques qui ont été grévés vis-à-vis de ça, futurs. Et donc du coup, il y a besoin de redensifier dans les fonciers économiques déjà existants et de travailler. Et la métropole accompagne un certain nombre de grands comptes économiques et technologiques, puisqu'on est une métropole très tournée vers le R&D et la technologie. Et donc nous avons des grands comptes économiques qu'on accompagne dans des stratégies de résilience quand ils refont leur campus, quand ils refont leur espace industriel, et où justement dimensionnent les projets, comme je vous l'ai montré sur Porte du Vercors, et on les accompagne sur ces stratégies-là, qui vont au-delà de la question urbanistique. C'est ce que je voudrais dire aussi, c'est que la résilience se pense évidemment à travers l'urbanisme et l'aménagement du territoire, mais aussi la gestion de crise, et aussi la capacité de penser, s'il devait y avoir un événement sur ces espaces-là, comment, en temps de crise, ces espaces fonctionnent. Et donc, du coup, c'est aussi des réflexions émergentes. Il ne suffit pas de verticaliser les populations, il suffit aussi de durer il faut s'inscrire dans la durée de l'événement. Et donc, ça, c'est aussi un challenge qui renvoie à la culture du risque, de penser des plans qui permettront la continuité d'activité, le retour à la normale et la sauvegarde des populations sur des lieux exposés dans ces urbanismes nouveaux et résilients. Et donc, c'est également le cas quand on a un acteur collectif, c'est-à-dire un grand compte, une grande entreprise. C'est même d'ailleurs plus facile. Ça tombe bien parce que c'est une question que j'allais vous poser, parce que c'est un aspect de la gestion de crise que vous évoquez dans votre présentation. Mais comment ça se passe? Parce que si on concentre des populations à terme dans une zone
qui est exposé à un risque quand même, somme toute, assez fort. Il faut penser du coup d'autant plus pour permettre l'évacuation des populations ou avoir des lieux de repli. Alors la question de la gestion de crise se pense à l'échelle des communes, donc à travers leur plan communal de sauvegarde, et évidemment du volet inondation hors sec porté par l'État. Si on devait y avoir des grandes inondations comme on les postule, c'est plutôt à ce niveau-là que ça se jouerait. Le rôle de l'urbanisme résilient là-dedans, c'est qu'effectivement, on l'espère, constituera une charge de moins finalement à gérer. Aujourd'hui, ces projets d'urbanisme résilient sont construits dans des friches à côté de pavillons, à côté de bâtis qui sont extrêmement vulnérables, sur lesquels il faudra penser sûrement l'évacuation, la pré-évacuation avant les événements, là où effectivement dans l'urbanisme résilient, je ne dis pas qu'on laissera forcément les populations, mais où en tout cas les lieux de vie seront hors d'eau au niveau des codes de référence. Donc du coup, finalement, il y a un principe de solidarité territoriale entre le projet en urbanisme et le projet, lui, complètement vulnérable, puisque nous l'avons, et Frédéric vous l'a montré sur sa diapositive, des milliers de maisons de plein pied qui sont aujourd'hui directement exposables et qui vont constituer la priorité en termes de pré-évacuation dans le cadre des plans que je viens de citer, portés par les acteurs en responsabilité sur ces questions-là. Et puis la connaissance du risque permet de mettre en place des indicateurs qui permettent justement d'anticiper la venue de la crue et d'évacuer les populations en conséquence. Oui, on a des délais de prévenance sur les grandes inondations, des délais de prévenance pas comme à Paris, malheureusement sur la Seine, où il y a quelque chose de très précis, où à une semaine près, on sait exactement si le zouave de l'Alma va être inondé ou va avoir les pieds oui, c'est à peu près ça, je m'avance peut-être un peu, mais je pense que c'est à peu près ça. Nous, effectivement, on a moins que ça, on a 24 heures, 48 heures, néanmoins, on a des digues, on a les services de l'État, notamment le SPC, qui fait de la prévision de Vigicru, donc qui est un grand indicateur pour effectivement mettre en place ces approches graduées dont je parlais. Mais du coup, c'est vrai que par rapport à ça, on a de la prévenance. Sur nos torrents, qui se font aussi, on a des dizaines de torrents sur notre territoire, on n'a pas ces délais de prévenance. Sur un gros orage, un gros épisode orageux, nous pouvons avoir effectivement quelque chose d'important en l'espace de quelques heures, d'une heure ou deux, et dans des tissus urbains extrêmement denses. Donc on voit bien qu'on a, en fonction des risques, pas les mêmes délais de prévenance et pas les mêmes niveaux de protection. Et ça, il faut l'intégrer. Et du coup, parce que c'est vrai que dans la présentation, je vous avais demandé, je mets nos auditeurs dans la confidence, plutôt de laisser un temps au dialogue aussi, aux questions. Mais du coup, est-ce que vous avez des exemples de projets, vous en avez cité quelques-uns, c'est des projets qui sont déjà matures et qui vont sortir. Est-ce que vous avez des projets à terme qui vont venir, peut-être avec l'intégration notamment, si vous y pensez, des risques technologiques aussi? Alors, à l'échelle de l'agglomération, il y a effectivement 3 PPRT qui font l'objet de mesures actuelles, de mesures foncières assez classiques, d'expropriation, délaissement, d'adaptation du bâti existant, évidemment. Et puis, effectivement, il y a un volet qui reste à travailler, c'est effectivement de travailler la résilience des nouveaux quartiers. Donc aujourd'hui, on met en place la réglementation PPRT qui nous impose effectivement, par exemple, du confinement, des mesures constructives. La donne urbanistique reste encore à travailler. On en parlait avec Frédéric tout à l'heure dans le train. Il y a effectivement ce qu'on a fait sur l'inondation. Il faut qu'on travaille à la transposition sur le risque techno et de voir comment, à travers l'urbanisme et l'espace public, on peut aussi être dans une forme de réduction de vulnérabilité de la ville future. Donc on a en tout cas un enjeu, parce qu'il y a des milliers de logements qui sont concernés par ces PPRT, à reproduire un peu ces choses. Mais c'est vrai qu'on est plus aujourd'hui dans les approches des mesures PPRT assez classiques de travail, et la métropole met beaucoup de moyens là-dessus avec l'État et les exploitants, de réduire la vulnérabilité de l'existant et des logements existants. Et à terme, dans le renouvellement urbain, il faudra aussi intégrer cette logique-là, même si, je l'ai dit, l'aléa conditionne beaucoup la stratégie et on ne peut pas faire une transposition de l'aléa technologique comme on le fait sur l'inondation. Frédéric ? Pour compléter du coup ce qu'évoque Vincent, par contre, ce qui est évident, et je pense que tous les acteurs de la ville et du risque techno peuvent l'avoir en tête, c'est qu'on est aussi très globalement sur un changement de modèle de développement urbain. Le législateur a inscrit depuis des dizaines d'années la lutte contre l'étalement urbain comme un phénomène relativement important. À chaque décennie, une nouvelle loi vient poser un jalon. Là, on a un nouvel acronyme barbare là, qui émerge, qui s'appelle le zéro artificialisation net, dont vous avez peut-être entendu parler, mais qui est une des dernières pierres à l'édifice, en fait, qui vient globalement nous dire, malgré certaines particularités des territoires qui vont s'adapter, que globalement, les limites de la ville telles qu'elles existent sont finies. C'est actuellement. Donc, c'est tel que c'est actuellement, pour terminer. Donc, ça amène une nouvelle situation, notamment en termes de problématiques foncières, où il va falloir regarder différemment les tissus urbains existants
et les tissus urbains existants en zone exposée aux risques technologiques. Donc jusqu'à maintenant, on a plutôt été, nous, sur un phénomène où on ne parlait pas trop d'évolution urbaine aux abords des grandes plateformes de la métropole. Ça ne veut pas dire que ça va changer, puisqu'on reste toujours dans une situation où il faut bien se prémunir du risque. Pour autant, la problématique foncière doit être regardée avec de plus en plus d'acuité pour aller dans ce sens qu'évoque Vincent, à savoir une résilience, mais globalement une adaptation possible de certains tissus urbains et du coup des populations qui y vivent, peut-être un peu plus grande que ce qu'il y a eu sur les dernières décennies, quoi. Alors du coup, j'ai effectivement une autre question. Alors, vous avez évoqué certains aspects qui ont répondu à cette question, mais quelle architecture avez-vous été amené à étudier sur pilotis, garage au rez-de-chaussée évacuable, avec la question du surcoût? Alors oui, l'urbanisme, enfin l'architecture en pilotis, bien évidemment. Ouais, On travaille sur des questions de rapport d'emprise au sol en zone inondable. Et donc du coup, effectivement, c'est comment on considère ce rapport d'emprise au sol quand on a des bâtiments sur pilotis. Ça permet effectivement de maximiser ou d'optimiser cette emprise au sol, puisqu'on n'est pas sur une emprise au sol de remontée de nappe, on est sur ou de pluviométrie, mais bien de grandes inondations. Donc ça a permis de travailler des urbanismes justement en pilotis. Mais pas seulement, c'est aussi des rez-de-chaussée qui sont inondables, mais pas occupés, qui n'ont pas d'installation sensible, qui n'ont pas évidemment de lieu de vie ou de lieu de sommeil, qui n'ont pas de bureaux, qui accueillent des petits services, des petits commerces. Ça, c'est effectivement ce qu'on travaille aujourd'hui dans ces rez-de-chaussée-là, dans le cadre de la réglementation PLUI et de la réglementation PPRI, pour permettre quand même une urbanité, une vie de ces rez-de-chaussée-là. Donc du coup, il y a toute une ingénierie qui doit se développer aujourd'hui par les porteurs de projets sur comment considérer, je le disais, cette catégorie d'espace sous les PHEC et de voir qu'est-ce qu'on peut en faire en termes de lieu de vie, en termes de vie sociale sur ces rez-de-chaussée, sans que ce soit des halls, sans que ce soit des simples pilotis. Mais classiquement, effectivement, derrière les pilotis, ça nous permet aussi de mettre des véhicules, de mettre des voitures, et ça permet de ne pas avoir de nappe de parking, donc de lutter contre cette effectivement artificialisation des sols. Donc on voit bien là aussi qu'il y a des choses à réfléchir. On en est un peu au début, mais on travaille sur ces aspects-là. Et puis il reste la stratégie résister, c'est-à-dire effectivement des rez-de-chaussée totalement étanches. Pour certaines activités industrielles, ça a du sens. Donc pas toujours du pilotis, mais du plein pied avec une réflexion sur de rendre ça étanche. On va vers, par contre, une rarification, voire une interdiction des parkings en souterrain ou des caves en souterrain dans les zones exposées pour éviter effectivement que ces espaces pièges puissent poser des questions de sécurité. Donc ça demande de travailler la question des parkings silos en aérien. Voilà. Donc il y a toute une réflexion en cours sur cette architecture en zone inondable à mettre en œuvre sur l'agglomération dans les années qui viennent. Merci. J'ai encore une question. Ça compte progressivement, mais bon, on peut continuer à en prendre une ou deux. Risque accidentel, certes, mais les risques diffus accumulés, par exemple pollution chronique dans les noues, les bassins végétalisés, des années d'accumulation égale un accident, est-elle considérée qui peuvent devenir des bombes à retardement de relargage de pollution? Oui, donc ça, c'est plutôt la conséquence. Oui, alors, non, mais c'est évident, c'est une problématique. Comme j'ai coutume de le dire, il ne suffit pas de penser les ouvrages de type infrastructure verte, il faut encore les gérer derrière. C'est évident, sur Port du Vercors, il y aura une problématique de gestion et de bonne gestion, comme on a une problématique de bonne gestion des ouvrages de protection. Les digues, il ne suffit pas de les construire, ça s'entretient, ça se surveille. Eh bien, c'est pareil pour les infrastructures vertes de type NOU, de type bassin. Il y avait évidemment une sécurisation à mettre en place lorsqu'elles sont alimentées pour le grand public. Donc il y a là encore une fois une culture de l'usage public vis-à-vis de ça. Mais on va vers, on n'est pas là pour le coup, on n'est pas les seuls et d'autres agglomérations l'ont mis en place. La valorisation d'espaces inondables au bord des rivières qui sont inondables à des moments et qui sont des parcs à d'autres moments. Donc on va vers ces infrastructures vertes. Elles ont vraiment un bénéfice sur les agglomérations telles que les nôtres où il fait très chaud l'été. Donc du coup effectivement ça va demander des moyens et une attention en termes de gestion pour gérer tous les problèmes de nuisance liés à ces noues. On n'est quand même pas sur des sites industriels où on a des problèmes de pollution importants. Néanmoins, c'est clair qu'il va falloir gérer les entrants et les sortants de ces ouvrages hydrauliques et faire en sorte qu'ils s'intègrent dans le projet et qu'ils soient aussi pensés en termes de fonctionnement et de gestion. Alors c'est vrai je vous ai posé la question de savoir combien de temps il allait falloir pour avoir un territoire résilient dans la mesure du possible. Mais peut-être pour revenir en arrière, parce que pour avoir un peu l'historique, ça fait combien de temps que vous travaillez sur cette notion que justement il y a un changement de paradigme sur le renouvellement urbain, penser l'aménagement de cette manière, ça c'est depuis combien de temps?
c'est quelque chose qui a été initié par le mandat précédent au niveau métropolitain, hein, toujours sur l'impulsion de Christophe Ferrari. Je dirais que les choses se sont mises en place petit à petit en 2015-2016. Le service que je dirige est mis en place depuis 2016. Et donc depuis, effectivement, le PLUI a été un moteur très fort de ces réflexions-là, parce qu'il fallait avancer sur ce volet risque. Et puis la SLGRI, animée par l'État, a été aussi un moteur avec le CIMBI pour faire émerger toutes ces réflexions et les partager au niveau du territoire. Donc il y a vraiment une catalyse de ces réflexions-là qui a fait qu'on est allé assez loin et qu'aujourd'hui on rentre dans la phase opérationnelle, et c'est plutôt réjouissant. Donc je dirais, vous voyez, 2016-2021, voilà, 5 ans. C'est bien, d'une certaine manière, c'est quand même assez court à l'échelle d'un territoire. Mais en fait, c'est le fait qu'il y ait une révision de votre PLUI qui a permis d'intégrer cette notion, ou c'est plutôt votre réflexion qui a généré la révision du PLUI? Alors, c'est pas une révision, c'est carrément une création, mais l'élaboration n'était pas... Oui, c'est avec les PLUI. En fait, ça a été un moteur du PLUI, ce sujet-là. C'est au regard de la situation là, qui a été fortement objectivée par le PLUI, qui a été un catalyseur de connaissances, comme Vincent l'a exposé, il y avait quand même une petite intuition qui était de dire, si on pense les modalités de développement, et quand je dis, je peux dire développement et protection du secteur métropolitain, l'intuition, elle n'était pas très savante, hein. C'était juste de se dire, on va forcément être dans un sujet où il va falloir travailler sur le sujet des risques, et travailler à une échelle métropolitaine, et du coup avec un effet masse qui nous montrait que finalement les marges de manœuvre, si on n'était pas sur ce sujet de la résilience, allaient être très limitées. Donc encore une fois, en agissant dans le cadre de la loi en responsabilité, on est sur deux moteurs finalement qui se sont alimentés. C'est la règle telle qu'elle se construit, est un catalyseur de la connaissance du risque, et parallèlement intègre les impératifs de la loi en matière de protection des populations. Donc je ne sais pas si d'autres territoires pourraient témoigner. Le fait est que nous, ça s'est relativement imbriqué, et que les outils de fait qui en sortent le montrent bien, mais je pense que c'est assez intéressant de montrer en fait que la question de l'urbanisme, qui de plus en plus doit être travaillée à l'échelle intercommunale, devient un bon vecteur pour véhiculer des messages doctrinaux autour de la protection des personnes et des biens, quoi. Très bien, voilà, on tend progressivement vers la fin de cette conférence, mais qui est aussi une sorte de table ronde passionnante. Si en 2-3 minutes chacun, vous devriez résumer les points saillants, les éléments que vous souhaiteriez que nos auditeurs mémorisent bien, ou d'autres nouveaux éléments qu'on n'a pas évoqués, parce que c'est vrai que j'imagine qu'il y en avait plein d'autres que vous n'avez pas pu évoquer. Mais voilà, l'exercice de synthèse. Moi, je serais plus bref que 3 minutes, mais l'idée qu'effectivement, les idées fortes, c'est effectivement dans les territoires fortement contraints comme le nôtre, multirisque, une analyse de la vulnérabilité devient un ingrédient indispensable de la stratégie, ça c'est clair, et vulnérabilité au sens pluriel, si vous l'avez bien compris, pour hiérarchiser, être dans une bonne planification de ces questions-là, intégrer effectivement le risque dans le projet d'aménagement, dans le projet de planification, et jusqu'à finalement une approche scalaire, jusqu'au projet lui-même, jusqu'à la construction. Donc ça c'est effectivement, ça demande beaucoup d'investissement des élus, une bonne compréhension de ces choses-là, et puis une bonne acceptabilité des populations pour tendre vers une ville et une agglomération plus résiliente. Je dirais qu'effectivement, je rejoins Frédéric sur l'échelle intercommunale, et notamment l'échelle métropolitaine est une bonne échelle pour réfléchir ces choses-là. On sort effectivement, on a quand même un regard sur une échelle beaucoup plus large qui nous permet d'appréhender les choses différemment, peut-être par rapport à l'échelon communal, et puis l'échelon départemental qui est bien plus grand. Donc c'est une échelle pertinente. On a les documents d'urbanisme qui le permettent, et donc du coup ensuite c'est se mettre dans une posture de résilience, c'est-à-dire d'une vision dynamique du territoire qui intègre ces questions, qui intègre ces questions de risque, non pas pour se figer dans une vulnérabilité et se faire peur, mais essayer justement de les travailler au cœur du projet politique, au cœur du projet technique et au cœur du projet urbain et social, pour ensuite tendre vers justement cette idée que s'il devait y avoir un événement, nous serions en capacité de mieux gérer les questions de sécurité, en tout cas de les avoir pensées un petit peu en amont, de gérer la réduction de l'endommagement parce que c'est un coût pour nos sociétés, et surtout de penser le retour à la normale le plus rapide pour notre territoire par ses propriétés et ses ingrédients qu'on aura mis en place dans l'urbanité et dans le processus d'aménagement du territoire. Frédéric, quelques compléments?
Encore plus rapide que Vincent, ça serait juste un témoignage sur les méthodes en fait que ça sous-entend. Il n'y a pas de solution toute faite. Par contre, un des enseignements dont on pourrait faire part avec Vincent, c'est que surtout les acteurs qui ont des choses à dire sur le risque, collectivités, État, citoyens, opérateurs de la ville, je pense que ça nous oblige à sortir de notre zone de confort en fait, de mode de faire habituel où je commence à travailler, où je termine, où je file le bébé et où je récupère quelque chose qui vient d'ailleurs. En fait, on s'est rendu compte que les lieux où on discutait de ça ensemble, tous ces opérateurs, la manière d'en parler, les registres d'intervention, que ce soit des messages doctrinaux à faire passer ou de la connaissance de terrain, de l'objectivation, comme on l'a montré, sont aussi importants finalement que les savoir-faire techniques. Et travailler en résilience, ça sous-entend peut-être aussi une forme de bienveillance entre toutes cette chaîne du risque qui n'est pas forcément en cours dans tous les territoires. C'est pas, ça ne se décrète pas. Par contre, ça sous-entend que chacun puisse être assez ouvert justement pour se dire est-ce que la part de savoir que j'ai est la bonne, en quoi peut être un peu amendée pour aller vers une solution finalement qui ne peut être que commune. C'est un beau processus d'intelligence collective. Un immense merci à tous les deux pour votre participation. Merci également à nos participants pour leurs questions, effectivement. Bon courage à tous les deux pour la suite de vos projets. Peut-être qu'on se recroisera aux sessions précédentes. En tout cas, je vous remercie encore à tous d'avoir suivi l'espace 3 pour celles et ceux qui l'auraient suivi du début à la fin ou même partiellement. Et je vous dis à quelques instants pour la plénière de clôture. Encore merci à vous et à très bientôt.